Oui, donc ma présentation est à propos de la loi de Moore et de ce que nous appelons maintenant le Mordant de Moore. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans l'exposé, c'est de montrer comment les deux choses s'articulent et se nourrissent l'une de l'autre. Très rapidement, le marché du semi-conducteur, c'est un marché de 300 milliards de dollars, à peu près à ce niveau-là depuis quelques années. On a du mal à passer ce plafond. Mais on considère que c'est vraiment la Key Enabling Technologies qui a rendu évidemment possible l'industrie de l'électronique, mais après aussi toutes les industries systémières, l'automobile, la chimie, la défense, l'espace, mais de plus en plus aussi le médical, et puis des industries plus traditionnelles. Et tout ça, au-dessus, génère des services. Très vite, ST, c'est une société de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 50 000 employés dans le monde, avec 12 000 personnes en R&D. Et si vous regardez notre positionnement sur les marchés, vous voyez qu'on est à peu près, sans rentrer dans le détail, on est à peu près partout. Donc dans l'automobile, où on est parmi les 3 premiers. Dans le wireless, avec notre filiale ST Ericsson. Dans le home entertainment, ST est la société qui a la première mise sur le marché à garder son leadership en MPEG. Tout ce qui est Computer Communication Infrastructure, c'est-à-dire les réseaux, du Wi-Fi jusqu'au circuit intégré des sociétés comme Alcatel-Lucent ou Cisco. Et après, donc, toutes les composants de puissance, ce qui pilote des moteurs électriques, mais aussi des TGV. Et puis, les circuits analogiques, les MEMS, les microcontrôleurs. Les MEMS étant la famille de produits qui a un succès énorme en ce moment avec les accéléromètres et gyroscopes que vous trouvez dans tous vos smartphones. Le dernier élément général sur le semi-conducteur, si vous regardez en 86, donc en un peu moins de 30 ans, c'est un marché qui a été multiplié par 50. Donc une croissance et voilà. Voilà, donc pour rentrer dans le cœur du sujet, on est tous familiers avec ce qu'on appelle la loi de Moore, qui consiste à dire, et ça a été élaboré par M. Moore, un des fondateurs d'Intel dans les années 60, de dire tous les 18 mois, la puissance des circuits intégrés est multipliée par 2. Et puissance, ça peut vouloir dire la quantité de calcul, ça peut vouloir dire le trait géométrique, donc le fait qu'on passe à des circuits intégrés qui, pour la même fonctionnalité, sont 2 fois plus petits qu'avant. Et 2 fois plus petit, généralement, veut à peu près dire 2 fois moins cher. Et c'est ce qui a permis l'explosion du semi-conducteur. Derrière cette loi qui est extrêmement linéaire, il ne faut pas oublier que chaque nœud technologique, donc qui est introduit à peu près tous les 18 mois, demande la mise en œuvre de solutions techniques complètement différentes pour garder ce trend qui, de l'extérieur, a l'air extrêmement lisse et régulier. Les derniers débats ces années dont vous avez pu voir certainement des articles dans la presse avec l'introduction par Intel de transistors à 3 dimensions ou de ST microélectronique avec des transistors en SOI pour une puissance dissipée mineure, en particulier pour les smartphones. Donc ça c'est clair et c'est assez prédictible. Aujourd'hui le state of the art c'est du 22 nanomètres. On a une roadmap, donc l'industrie sait aller probablement jusqu'à 8 nanomètres et les scientifiques cherchent des solutions pour aller au-delà. Et c'est sur l'ensemble, c'est sur les matériaux. Donc on regarde maintenant des matériaux tels que les nanotubes de carbone qui ont des conductivités très supérieures. C'est aussi des problèmes de lithographie où il faut être capable de faire des photos de masques sur des tranches de silicium à des résolutions qui sont de plus en plus fines. Donc pour aujourd'hui, l'état de l'art, par exemple, c'est qu'on n'utilise plus d'air entre la lentille et le circuit intégré, on met une goutte d'eau pour des problèmes d'indice de réfraction. Donc ça, c'est l'industrie. L'autre dimension importante de cette loi de Moore, c'est que les capitaux nécessaires, à la fois pour développer une technologie, mais aussi pour assurer la fabrication, sont énormes. Le développement d'un process, c'est plus d'1 milliard de dollars. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 entreprises, Intel et TSMC, qui font ça toutes seules. Samsung pour les DRAM. Et pour le reste de l'industrie, il y a quelques leaders, dont ST, qui se sont associés au sein de l'alliance IBM. Et la plupart des autres ont jeté l'éponge et sont devenus fabless, ou ce qu'on dit aussi techless. Donc si en parallèle à cette roadmap, donc Moore, ce qu'on a vu émerger, et la formulation date de 7-8 ans, ce qu'on appelle le Mordant de Moore, qui est horizontal sur la slide, où il y a un certain nombre d'attributs de technologie.
Donc ils sont listés là, l'analogue et la radiofréquence, les composants passifs, les hautes tensions et la puissance. Donc haute tension, ça peut être plusieurs centaines de volts sur un circuit intégré, et la puissance, ça peut être des kilowatts. Tout ce qu'on appelle le monde des senseurs et des actuateurs, qui est vraiment le domaine qui est en plein boom en ce moment. Les MEMS étant la chose la plus évidente, mais je reviendrai dessus, il y a plein d'exemples différents. Et plus récemment aussi, les biochips. Et là, on exploite beaucoup plus que d'ailleurs aussi bien dans les MEMS que dans les biochips, beaucoup plus que les caractéristiques électroniques du semi-conducteur. On utilise le fait qu'on peut le sculpter à des géométries qui vont de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Et on s'approche des géométries à la fois de la chimie, donc des molécules, mais aussi du vivant. Et donc on a des interactions extrêmement intéressantes entre ces deux mondes. Donc quand on combine toutes ces composantes-là, et bien sûr quand on les interface avec des composants Moore, on réalise depuis maintenant 7-8 ans des composants qui sont complètement différents, qui sont très très loin de finalement l'IT, de manipulation de l'information. On est beaucoup plus dans la création, donc récupération d'informations et d'actuation, c'est-à-dire de renvoyer sur le système physique des informations qui ont été élaborées de façon digitale. Donc ça nous a vraiment ouvert un champ à l'industrie, un champ d'exploration nouveau. L'autre élément, si on revient aussi aux ordres de grandeur et au fait que dans la loi de Moore, les sommes en jeu sont considérables, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un reset d'au moins un ordre de grandeur et souvent de 2 ordres de grandeur en termes de combien coûte le développement d'une technologie, le développement d'un produit et aussi les usines, puisqu'on n'a pas du tout besoin d'usines qui soient à l'état de l'art au sens de la lithographie, ce qui coûte cher. C'est plutôt la diversité des composants que l'on peut faire qui nous intéresse. Donc une illustration de ce qu'on appelle More than Moore Technologies. Donc il y a très clairement les mêmes, donc on utilise l'effet piézoélectrique, donc on fait des petites masses qui vont faire quelques dizaines de microns qui bougent et selon le design, on va être capable de détecter de l'accélération, on va faire un gyroscope, mais on peut faire aussi des boussoles, etc. On peut faire des détecteurs de gaz aussi. On fait des tout petits bras sur lesquels viennent se coller des molécules qui changent la fréquence de vibration de ce petit bras et on va nous donner une indication sur le type de molécule qui s'est collée dessus. Une autre des technologies qui émerge aussi, c'est ce qu'on appelle les flexible ICs. Et c'est fait de 2 choses. Ce sont d'une part des circuits intégrés qui sont tellement fins qu'ils en deviennent flexibles, donc on peut le mettre dans des objets qui n'ont pas besoin d'être rigides, mais aussi vraiment de l'électronique sur plastique. Pour des applications diverses, souvent c'est pour faire des tags, enfin des choses qui coûtent très peu cher, qui n'ont pas des grandes performances, mais pour quelques centimes d'euros, on peut faire des composants électroniques intelligents. Il y a tout le domaine de l'énergie qu'on appelle ici Harvesting and Thin Film Batteries. Donc l'idée, c'est qu'on va vers des systèmes qui sont autonomes. Donc on veut pouvoir récupérer l'énergie de l'environnement, que ce soit évidemment la lumière, mais ça peut être la vibration, ça peut être la chaleur. Il y a aussi tout le domaine des fuel cells. Et quand on a fait ça, on veut pouvoir aussi stocker cette énergie. Et donc, on veut faire des batteries qui soient fines et qu'on puisse mettre littéralement dans le boîtier du circuit intégré. Il y a un domaine qui est les nouveaux matériaux. Et donc là, c'est plutôt pour la puissance. Donc en fait, le silicium a des caractéristiques de semi-conducteur intéressantes. Mais quand on veut faire de la puissance et atteindre des efficacités supérieures, il y a 2 composants deux matériaux qui sont en développement aujourd'hui, le silicone de carbure et le nitride de gallium. Une chose intéressante à savoir, autant on a l'impression que la loi de Moore, donc c'est cette loi qui toutes les 18 mois introduit une nouvelle technologie, pour introduire un nouveau matériau dans une usine de semi-conducteurs, il faut à peu près 15 ans entre la science de base et la production. Donc ça prend un temps infini à l'échelle de notre industrie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la science du manufacturing et la science des matériaux qui doivent être purs, sans défaut, est extrêmement lente. Pour vous donner une idée, sur ce matériau-là, on en est aujourd'hui à 4 pouces, sachant qu'en silicium, on est à 12 pouces. Donc ce sont aujourd'hui des tout petits wafers. On est un petit peu comme dans les années 70 avec le silicium. On va y arriver, on va progresser, mais l'industrie a besoin d'apprendre à fabriquer ces cristaux sans défaut.
La technologie suivante, c'est le BCD sur SOI. Donc BCD, en fait, ce sont c'est ST qui a été le pionnier dans cette technologie-là. C'est en fait, on mélange sur le même circuit intégré des technologies CMOS classiques, donc de traitement de l'information, avec des composants de puissance. Et aujourd'hui, un des exemples les plus parlants, c'était les pilotes de disques durs de PC, où en fait il y a ce genre de technologies qui sont utilisées. Et la tendance là, c'est de dire on prend des composants mécaniques imparfaits et l'électronique compense par un couplage très, très fin entre la partie analogique et la partie digitale qui permet de faire du traitement du signal. Il y a toute une gamme aussi de technologies ultra low power, en fait, où on va travailler à des tensions extrêmement basses, ou probablement, disons, à la limite de ce que la théorie nous dirait. Donc il y a énormément d'innovations sur les techniques de design des circuits intégrés. Après, si on monte plus dans l'assemblage, en fait, toutes ces technologies sont très spécifiques. Et donc, ce qu'on fait généralement de tout mettre sur une seule puce n'est pas possible. Et donc, mais on veut quand même garder ces petites tailles de circuits intégrés. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'intégration hétérogène, où on va mettre les unes sur les autres des circuits intégrés ou les uns à côté des autres. Et on fait ça de deux façons. Soit on fait vraiment une intégration où il y a quasiment il n'y a aucun fil entre une puce et l'autre. Ça évite des radiations électromagnétiques, ça évite des pertes dans les fils. Ça permet de passer plus de puissance, donc c'est ce qu'on appelle le 3D, ou bien plus simplement, en fait, on met dans le même boîtier plusieurs puces les unes sur les autres, et avec des fils qui les relient. Et finalement, le dernier élément intéressant, c'est ce qu'on appelle la microfluidics. Donc, en fait, on est capable de faire des petits canaux dans le silicium et de faire passer du liquide. Le plus grand exemple étant les imprimantes à jet d'encre. En fait, c'est fait comme ça, on fait passer de l'encre et on chauffe brutalement, l'encre se vaporise et va sur le papier. Les mêmes technologies sont... Donc ST avec HP a été un pionnier dans ces technologies-là. Et en fait, les mêmes technologies s'appliquent particulièrement bien à la médecine. On peut faire de l'analyse, on peut faire passer du sang dedans, on peut mélanger des médicaments et du sang pour faire des essais en parallèle de médicaments, etc. Voilà. Donc avec ces technologies qui sont émergentes, quels sont ces objets d'une part, et finalement quels sont les attributs importants pour ces objets-là. Donc c'est clair que là on adresse le monde de systèmes embarqués, et un système embarqué c'est fait, il y a des choses, il y a un peu des invariants, donc il y a toujours des senseurs, donc ce sont des composants qui font l'interface entre le monde physique et le monde électronique. Il y a éventuellement des actuateurs, donc c'est un feedback et on agit sur le monde physique. Ça peut être de la puissance, mais ça peut être de la chaleur, on peut réguler de la température, ça peut être de la radiofréquence, etc. Il y a toujours un processeur, donc on élabore de l'information localement. Il y a des moyens de communication, on verra que c'est un attribut clé pour le futur. C'est un modem et de plus en plus, il est bien évidemment sans fil. Il y a une capacité généralement ce sont des systèmes autonomes, donc il y a des batteries, et puis de plus en plus la tendance c'est de faire de l'energy harvesting, sachant que les efficacités sont telles aujourd'hui que seuls des systèmes extrêmement contraints en termes de puissance dissipée peuvent fonctionner avec seulement de l'energy harvesting. Donc ces objets-là doivent être, et ça sous-tend un peu tout l'ensemble, ils doivent être tout petits. On n'imagine pas avoir des milliards de senseurs qui restent des boîtes grosses même comme des smartphones. En fait, le smartphone est probablement le premier système intelligent avec des senseurs, mais il est encore d'une taille et d'une autonomie qui sont pas satisfaisants. Donc la taille et l'intégration restent une contrainte et un objectif fondamental. L'autonomie. Donc on a besoin d'avoir des objets qu'il n'est pas nécessaire de rebrancher chaque soir avant de se coucher. D'autres choses qui sont moins évidentes, la sécurité, au sens où on le verra, ces objets-là sont naturellement connectés à des réseaux, que ce soit Internet ou des réseaux propriétaires, et ce sont donc chaque nœud que l'on introduit sur le réseau est une vulnérabilité, et de prendre en compte déjà la sécurité au niveau d'un téléphone ou d'un portable est un enjeu difficile. Ça l'est encore plus au niveau d'un système extrêmement contraint.
Et le dernier attribut qui est intéressant, celui-là n'est pas encore vraiment reconnu, mais il me semble clé, c'est le positionnement. Donc, si on a la vision de ces senseurs qui sont autonomes, donc qui peuvent fonctionner pour les 10 années à venir sans qu'on ait besoin de les recharger, qui peuvent communiquer, si on ne sait pas où c'est, à un moment donné, on va se trouver submergé par une quantité d'objets qui communiquent, surtout s'ils ne sont pas sécurisés, et donc qu'on va littéralement perdre dans la nature. Et on risque d'être confronté à une véritable pollution de senseurs. Donc, je pense que cet attribut de positionnement va devenir de plus en plus important. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi cette vague du more than more apparaît maintenant. Si on regarde en fait la science et ce que j'ai listé, c'est assez banal. La science existe depuis longtemps, où il y a des nouveaux matériaux qui doivent être améliorés pour qu'on puisse les produire, mais il n'y a vraiment rien de nouveau. Généralement, il n'y a pas besoin d'équipements avancés. D'ailleurs, d'un point de vue manufacturing, en fait, on recycle des vieilles usines. On introduit éventuellement quelques nouvelles machines, mais rien qui n'était pas faisable il y a 10 ou 20 ans. Les technologies sont peu complexes. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une fois qu'on a défini l'objet qu'on veut fabriquer, il s'agit de 2 ou 3 niveaux de masse. Donc c'est assez surprenant de dire, mais finalement, pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 10 ans? Et en fait, on s'en est pas, disons, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, mais les premiers MEMS ont été utilisés dans les voitures et probablement déployés il y a 15-20 ans. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'adoption par l'industrie, et je vais venir à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant? En fait, c'est pas le succès du more than more est lié finalement à ce qui l'entoure et non pas à ses attributs intrinsèques. Il est clair qu'aujourd'hui, grâce à la faible puissance dissipée, en particulier des circuits digitaux, donc des contrôleurs et de la radio qui abordent ces senseurs, on arrive à avoir des autonomies qui sont avec des batteries qui sont du même form factor, donc toujours des éléments extrêmement contraints, des autonomies de plusieurs mois, voire de plusieurs années. On peut faire des systèmes qui communiquent sur des distances de 50 km, entre 10 et 50 km, qui vont envoyer régulièrement. Donc c'est pas en permanence, ils n'échangent pas en permanence avec le réseau, mais si les protocoles de communication sont bons, si la quantité de données à échanger est raisonnable, c'est des systèmes qui vont fonctionner entre 5 et 10 ans, même dans des environnements hostiles. Ça, c'est vrai aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 5 ans. Les processeurs embarqués sont devenus programmables de façon ouverte, puisqu'il y a quand même l'adoption de processeurs 32 bits dans le monde du microcontrôleur, voire du microprocesseur embarqué, est assez récente. La première évidence, c'est l'avènement des smartphones, bien sûr, mais on peut faire ça maintenant pour des machines beaucoup plus contraintes, tout en étant 32 bits, donc on fait tourner des operating systems du style Unix dessus, et ça permet à des tiers finalement de développer des applications pour ces petits systèmes, et on voit le concept d'App Store émerger aussi pour des senseurs. Donc il y a des entreprises qui font des circuits intégrés, des entreprises qui font des senseurs qui les assemblent, et il y a des tiers qui vont développer des applications, les mettre à disposition sur ces petits objets. Donc ça, c'était aussi un élément important pour donner de la valeur à ces senseurs. Bien sûr, maintenant, Internet est accessible partout sans fil. Alors, quand je dis partout, en fait, on verra plus tard, le modèle de connexion se cherche. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un standard qui est reconnu comme étant le standard dominant sur lequel tout le monde va se connecter. Il est clair que la connexion cellulaire permet de faire du prototypage, mais en particulier en termes d'autonomie, ça ne peut pas faire le boulot pour ça. Et quand on arrive, donc quand on a ces senseurs qui dialoguent avec ces processeurs et qui sont connectés à Internet, donc après on a accès à du cloud computing, et donc ces senseurs ont finalement accès à des puissances de calcul qui sont quasiment illimitées à la dimension de ces senseurs. Donc il y a tout ça, toute cette chaîne-là, qui font que maintenant, finalement, ces technologies qui étaient disponibles, en tout cas potentiellement depuis que le semi-conducteur existe, trouvent vraiment leur place et ont une valeur ajoutée énorme pour le reste du système. Donc, quels sont un peu maintenant des exemples d'applications? Alors,
certains sont un peu une tarte à la crème, bien sûr, mais je pense que ça vaut le coup de regarder. Donc j'ai pris 2 classifications, il y en a d'autres, mais c'est plus pour illustrer. Donc dans le domaine de ce qu'on appelle les smart infrastructures, donc qui est vraiment de dire j'ai des senseurs qui sont connectés et j'exploite, j'ai de l'intelligence centralisée qui me permet de prendre des décisions. La chose dont on parle le plus, c'est le smart grid, donc c'est vraiment de mesurer les besoins de courant électrique partout sur le réseau et les éléments, disons les éléments qui amènent du courant et d'assurer en permanence de faire des arbitrages. C'est facile à dire, c'est plus difficile à déployer et il y a un certain nombre d'obstacles sur lesquels je viendrai plus tard. Mais la vision, c'est ça, c'est qu'on mesure en temps réel. Et si on a la vision aussi que finalement il y aura beaucoup plus de sources, de producteurs d'électricité avec l'énergie renouvelable qu'il n'y en a aujourd'hui, où finalement il y a peu de centrales qui sont centralisées, qui sont faciles à gérer, on comprend rapidement que c'est un problème pour lequel on a besoin d'une smart infrastructure. La maison, donc pour ce contrôle de l'énergie, mais d'autres choses, est un autre exemple classique aussi. Mais là encore, finalement, c'est un domaine dont on parle beaucoup. Il y a peu d'applications à grande échelle. Et là, c'est vraiment l'enjeu. Les technologies sont là, on saurait tout faire. Le gros enjeu, c'est un enjeu de modèle économique, finalement, qui paye pour faire, qui a l'incitation pour déployer cette infrastructure, parce qu'il en faut quand même un petit peu. Et comment est-ce que ça se reboucle pour en particulier consommer moins d'électricité, ou de façon plus intelligente, ou avoir une atmosphère plus agréable. Le bureau, donc les bureaux deviennent intelligents, les choses de base, c'est on rentre dans une pièce, la lumière s'allume, etc. Il y a des choses plus... Et ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, donc on le met, le contrôle de la consommation électrique dans les bureaux est quelque chose qui a du mal à percer. Par contre, il y a des propriétaires de bureaux qui ont des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux et ils sont responsables par exemple de la maintenance. Donc des applications aussi triviales que d'aller, disons des usages si triviaux que d'aller vérifier que les lampes ne sont pas grillées, de les changer. Si on met un senseur dans la lampe, les gens pourront programmer leur visite et l'économie est gigantesque. La logistique est quelque chose qui émerge. Alors la France est en avance là-dessus. Dans les supermarchés aujourd'hui, vous avez des étiquettes qui sont digitales, mais c'est pas encore une infrastructure intelligente au sens où il y a quelqu'un qui passe dans les rangées et avec un rayonnement infrarouge met à jour les étiquettes. Ce qui est pas très optimum. En fait, bien évidemment, ça passe. Maintenant qu'on a l'autonomie nécessaire, on va faire ça électroniquement, donc de façon centralisée. Donc on peut imaginer disons, gérer le stock dans les étagères en temps réel, puisqu'on peut détecter aussi quand un client prend une boîte dans un linéaire. Mais au-delà de ça, on peut imaginer surtout par exemple, dans tout ce qui est fruits et légumes, il y a un tiers de la production qui est perdu dans le monde. Donc on peut imaginer, pour des raisons de température, d'exposition, d'ombre, etc., donc on peut imaginer des solutions émergentes qui font, dès qu'un cajot de tomates est produit, on lui met une tag et donc on sait en permanence la température à laquelle est exposée, etc. Cette tag va suivre les tomates de là où elle est respectée, elle va monter sur un bateau, elle va éventuellement aller dans un avion jusqu'au supermarché. Et donc ça va permettre aux distributeurs de gérer leurs produits de façon continue. Les applications à plus forte valeur ajoutée sont bien évidemment les médicaments et permettent la distribution des médicaments dans des endroits où la logistique est difficile. La ville est un endroit où les smart infrastructures sont en pleine explosion. En fait, il y a une vision assez simple. Quand on déploie ce genre d'infrastructure, ce qu'on veut minimiser, c'est l'investissement. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est faire des trous dans les routes pour mettre des nouveaux câbles. Et en fait, il y a une idée assez simple qui est en train d'émerger, qui est très séduisante. C'est juste de remplacer la lampe de lampadaire électrique par une lampe intelligente qui se connecte au réseau par le courant porteur et qui fait un nœud Wi-Fi qui peut avoir des caméras, vous pouvez détecter la circulation, les places de parking, etc., etc. Et donc on commence à collecter au niveau d'une ville l'ensemble des informations finalement qui consistent c'est la vie de la ville, et on est en train de collecter des données pour lesquels on va rendre initialement des services simples. Un autre exemple qui est en train de sortir aussi, c'est que dans les quartiers finalement peu habités, que les lampadaires ne s'allument que quand il y a quelqu'un. Et le reste du temps, les lampadaires s'éteignent.
Ces applications simples ont la vertu de pouvoir être payées par les économies qu'elles génèrent, et une fois que l'infrastructure est déployée, à ce moment-là, on va inventer de nouveaux services. Les ouvrages d'art, pareil, on a des projets où finalement on va mettre des puces intelligentes dans du béton, et ça va permettre de voir comment les ouvrages d'art vieillissent et s'il y a des problèmes. L'agriculture, où aujourd'hui on est extrêmement rustique en termes d'apport, que ce soit des engrais, que ce soit de l'eau, etc. Et généralement, on fait toujours trop ou trop peu, et on ne prend absolument pas en compte les variations locales. Donc tout ça, ce sont des espaces pour le Smart Infrastructure. Quelques exemples dans le médical. Donc le remote monitoring qui consiste à équiper avec de quelques senseurs des patients et de pouvoir les renvoyer chez eux plutôt que de les garder à l'hôpital. C'est une application simple mais qui permettrait de libérer beaucoup de lits d'hôpitaux d'un côté et d'offrir un grand confort aux gens qui n'ont pas besoin d'être en permanence à l'hôpital. Mais vous pouvez imaginer que ça a une contrainte d'infrastructure, de qualité de service en particulier, de sécurité aussi, qui est important. Là, la barrière, la technologie et la science sont là. C'est qu'un problème de miniaturisation. La barrière, elle est en particulier régulatoire. C'est-à-dire, il faut que la loi permette de faire ça, il faut permettre le remboursement. Il y a un domaine qui est en train d'exploser, c'est l'imaging. Donc en fait, de pouvoir faire des images du corps avec des technologies variées de façon beaucoup moins encombrante et beaucoup moins coûteuse qu'on ne le fait aujourd'hui. J'ai pris deux exemples seulement qui sont frappants. C'est l'échographie 3D, où la vision est que très rapidement, n'importe quel médecin généraliste, au lieu à la place du télescope, puisse faire une échographie 3D. Donc ça va bouleverser l'acte médical banal. L'autre exemple aussi intéressant, c'est l'IRM. Aujourd'hui, ce sont des aimants qui font littéralement des mètres cubes. Et en fait, il y a des prototypes de machines qui sont de la taille d'un smartphone. Et donc, ça va bouleverser l'usage de l'IRM, en particulier dans les pays en voie de développement. Le dernier exemple qui j'ai trouvé intéressant, c'est le séquençage génomique. Et l'idée là, c'est que si de séquencer le génome d'une personne coûte quelques euros, dès qu'on en a besoin, entre guillemets, on va séquencer ça. Et donc après, on va générer donc une masse de données énorme et on va exploiter ces données pour un oui ou pour un non. Typiquement, par exemple, pour vous donner le médicament qui correspond à vos gènes. Bon, on sera sûr qu'il aura la bonne efficacité, que vous aurez la bonne zone. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on donne suffisamment à tout le monde. Et il y en a une partie pour laquelle c'est trop, une partie pour laquelle c'est pas assez. Voilà. Donc quels obstacles on voit à l'émergence de ces technologies? La plus difficile aujourd'hui, c'est le dialogue entre les technologies d'un côté, donc celles que j'ai listées, et les applications. Parce qu'en fait, c'est vraiment une technologie pour répondre à une application. C'est dans le médical en particulier. Il faut que des technologues, des gens du semi-conducteur, donc vraiment des ingénieurs dans le dur, arrivent à dialoguer avec des biologistes et des médecins. Et c'est un très très gros enjeu. À titre d'anecdote, il nous est arrivé dans l'ST pendant 1 an littéralement d'aller de l'avant sans se rendre compte que ce qui était la reproductibilité n'avait pas le même sens dans le semi-conducteur que dans le domaine du vivant. Ça nous a pris 1 an. Les marchés sont extrêmement fragmentés. Et donc, pour une industrie comme la nôtre, qui est faite de plateformes, qui est faite de milliards de pièces identiques, l'idée même qu'il va falloir qu'on fasse plein de composants différents, mais à des volumes relativement limités, est un enjeu. Aujourd'hui, on n'est pas équipé pour ça. Donc, on a besoin de revisiter un peu la façon dont on fait du business et comment la façon dont les marchés sont attractifs ou non, et où est-ce qu'on se place dans la chaîne de valeur. J'ai mentionné la réglementation, c'est clairement un problème. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire est en avance par rapport à la réglementation, il faut éviter. Et finalement, les modèles économiques, au sens où les acteurs en place ne sont pas les mieux placés, et vous avez eu tous les exemples, pour explorer ce genre de solutions. Donc il y a beaucoup de prototypage qui se fait. C'est un domaine de start-up, bien évidemment. C'est aussi pour ça que j'ai monté le fonds de Corporate Venture d'ST, parce que les acteurs en place, que ce soit dans le semi-conducteur ou dans les applications, finalement ne sont pas les meilleurs pour aller explorer ça. Il faut des têtes chercheuses qui soient différentes. Ma dernière slide, donc les enjeux de cette tendance.
c'est qu'aujourd'hui, les services qui sont déployés sont ceux qui marchent, donc ceux pour lesquels le modèle économique se trouve, sont relativement verticalisés, cloisonnés. En logistique, par exemple, on va faire une solution pour la logistique et on va faire une radio propriétaire qui permet de passer à travers les tomates. C'est aussi simple que ça. Une ville va faire un appel d'offres et avoir un système propriétaire pour gérer son trafic. Mais on est très loin des modèles, de notre industrie qui ont une envie de mettre tout à plat. Les applications, et vous les avez vues finalement, elles sont d'un côté séduisantes, mais elles sont assez triviales et on en est vraiment au balbutiement. Mais ce qu'on voit, c'est que les industries qui jouent autour de tous ces concepts, en fait, ont tendance à développer des conditions nouvelles qui vont permettre, grâce à donc l'émergence de standards, qui est fondamentale dans l'industrie, bien sûr, d'opérateurs de Smart Things. Donc on va voir, il y a quelques essais, il y a un essai intéressant en France qui est une société qui s'appelle Sigfox et une autre en Angleterre qui s'appelle Newell, en fait, de gens qui ont l'ambition finalement de mettre à plat tout ça et de se positionner comme des opérateurs d'objets intelligents que des marchands de boîtes ou de services vont pouvoir utiliser. Et si on fait ça, si on réussit à faire ça, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui aujourd'hui, sauf l'exemple de la Kindle, elle n'existe pas, c'est qu'on va pouvoir acheter des objets qui sont nativement connectés, au sens où le droit de se connecter à Internet viendra avec la propriété de l'objet. On n'a pas besoin de payer un abonnement en plus. Je pense que la relation qu'on aura à la fois le propriétaire de l'objet, mais aussi le producteur de l'objet, et éventuellement des gens qui offrent des services pour cet objet, sera complètement différente. La chose, alors la dernière tendance, et celle-là, elle est à mon sens beaucoup plus profonde, et on n'a pas fini de mesurer l'impact que ça va avoir, c'est que tous ces objets communiqués, donc bien sûr, vont nous rendre un service, c'est la raison pour laquelle les gens vont investir et la raison pour laquelle on va les acheter. Par contre, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est qu'ils vont produire de façon continue un flot de données absolument monstrueux. Et c'est une opportunité d'exploiter ces données et finalement de donner un feedback d'une façon très très générale sur la façon dont on vit, la façon dont les villes fonctionnent, la façon dont on fait de la médecine. La science médicale va faire des progrès énormes à partir du moment où on va en permanence être capable de monitorer les gens et d'avoir des informations sur leur santé. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions. Ah bah, il y a des circuits intégrés transparents, il y en a en fait, il suffit de les... Bon, d'abord, un bel exemple, c'est le touchpad. Hein, si on prend le film d'un smartphone, il y a des transistors, vous ne les voyez pas, mais il y a des composants, et quand on met le doigt, on active par effet capacitif. Donc ça existe. On fait de l'électronique sur plastique, donc c'est naturellement transparent. Le silicium, on peut, si on le rend très, très fin, on arrive à le faire transparent. Une autre illustration, c'est qu'en fait, les senseurs imaging, donc qu'on met dans les caméras digitales ou les téléphones, en fait, la lumière, maintenant, peut arriver d'un côté ou de l'autre. Ce qui n'est pas transparent, c'est l'oxyde. Mais si on retire l'oxyde, on arrive à le faire. Est-ce qu'on a une autre question? Voilà. Ah. Alors, disons les technologies, les éléments constitutifs des technologies n'ont rien de nouveau. Et en fait, dans le Mordant de Moore, toute la différenciation des entreprises se fait sur la compréhension des marchés et notre capacité à travailler avec les gens qui comprennent ces applications. Et donc de se dédier, de faire vraiment ce dont une application a besoin. Et ça c'est vraiment... L'avantage, c'est que c'est difficile à copier. Autant le circuit intégré lui-même est facile à copier, autant son usage et la compréhension du service du client est beaucoup, beaucoup plus difficile à copier. Voilà. Un exemple pour les MEMS, pour vous donner une idée, donc ST aujourd'hui, dans tout ce qui est motion detection, donc accéléromètre, gyroscope et le leader absolu, on a, entre le premier composant MEMS et notre premier marché, il s'est passé 7 ans. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on avait une technologie et on a cherché où l'appliquer. Et ça s'est fait avec Nintendo, qui a eu la vision avec nous d'utiliser le mouvement dans des jeux. Donc c'est vraiment là que notre différenciation se fait.
puis après les attributs classiques de puissance, de manufacturing en particulier et autres. La contrefaçon, pareil, c'est difficile. Effectivement, c'est des composants qui sont faciles à copier. Donc on peut pas... Il peut y avoir des brevets. Dans l'industrie semi-conducteur, les brevets sont défensifs entre gros leaders. Donc on mesure chacun la pile de nos brevets. Et si la pile est à peu près de la même épaisseur, on ne s'attaque pas. Mais quand il y a de fortes asymétries, c'est effectivement difficile. Mais donc c'est vraiment, encore une fois, c'est pas... la contrefaçon, la façon de lutter ça, c'est que le composant fait partie d'un système qui lui-même est complexe. Donc c'est plutôt les clients et de travailler avec les bons clients. Ok, on n'a pas de temps pour une dernière question. Merci beaucoup Loïc. Merci bien.